Tristan Rouquet est docteur en sciences politiques de l'Université Paris-Nanterre, associé à l'Institut des sciences sociales du politique et chargé d'appui scientifique au Musée de la Résistance et de la déportation de la Haute-Garonne. Mercredi 22 octobre 2025, la librairie Ombre Blanche accueillait Tristan Rouquet autour de la publication chez CNRS Éditions de son livre « Les écrivains collaborateurs, engagement, stigmates et postérité ». Alors bonjour à toutes et à tous, merci d'être présentes et présents ce soir aussi nombreux à la rencontre d'un invité que nous sommes très heureux de recevoir, Tristan Rouquet, dont nous découvrons ici le travail de chercheur. Vous êtes docteur en sciences politiques à l'Université Paris-Nanterre et ce livre, Les écrivains collaborateurs, engagement, stigmates et postérité, qui est publié depuis 10 jours aux éditions du CNRS, est issu de vos travaux de thèse, de recherche. Mais on vous connaît ici à Toulouse aussi et surtout peut-être avant tout comme chargé d'appui scientifique au musée de la Résistance, musée départemental de la Résistance et de la déportation. Et voilà, et nous sommes très heureux de vous entendre ce soir sur votre travail de recherche. Et je remercie aussi Jacques Cantier qui va assumer le rôle de modérateur de la discussion. Jacques Cantier, vous le connaissez, il est professeur d'histoire contemporaine à l'université Toulouse-Jean Jaurès et à l'Institut d'études politiques. Voilà, je leur laisse la parole et encore merci à vous d'être présents et à nos deux invités. Merci beaucoup. Donc oui, nous sommes très heureux ce soir de nous retrouver pour discuter autour du livre de Tristan Rouquet. Alors pour ma part, la satisfaction est d'autant plus forte que j'avais participé il y a 4 ans maintenant au jury de soutenance de la thèse qui est à l'origine de ce livre, donc à Nanterre. Alors je n'avais pas fait la connaissance de Tristan ce jour-là parce que pour une histoire de Covid, il était à distance, donc il nous parlait à travers une réunion Zoom qui avait permis la soutenance de la thèse. J'ai eu le plaisir de faire cette connaissance lorsqu'il est ensuite donc venu à Toulouse, d'abord donc dans le cadre d'un postdoc, et puis, comme on vient de le dire, pour s'occuper du musée de la Résistance et de la déportation. Il en est un animateur très, très actif et il accueille toujours très bien nos étudiants de l'université lorsqu'ils ont des recherches à y faire. Donc aujourd'hui, on va discuter de ce livre qui est une version remaniée, concentrée, mais maintenant l'essentiel de sa thèse sur les écrivains de la collaboration. Le grand mérite de ce travail de Tristan Rouquet, c'est qu'il nous parle de cette histoire de la collaboration, mais sans se limiter au temps de l'événement. On n'est pas simplement ici dans le temps court de la guerre, par le travail sociologique, par le travail sur la longue durée qui a été réalisé par Tristan Rouquet. C'est vraiment dans le temps long qu'on s'inscrit ici. On voit les racines de la collaboration intellectuelle, on voit ses manifestations et puis surtout ce qui jusqu'ici n'avait pas été étudié de façon systématique. On voit les prolongements, la postérité, les effets de stigmate, comme le dit le titre de la thèse, donc de ce passage par la collaboration intellectuelle. Alors la première question que j'aurais à poser à Tristan, peut-être pour que l'ensemble du public comprenne l'origine de ce projet, c'est la question effectivement de savoir pourquoi avoir décidé au moment du choix de la thèse de s'orienter vers ce sujet difficile, sujet toujours sensible et sujet toujours d'actualité. On le verra par ces questions de postérité. Bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup Jacques de ta question. Merci à la librairie Ombre Blanche de son accueil. Travailler sur ce bouquin, travailler sur les écrivains qui ont collaboré, ça vient d'un intérêt pour la littérature et le fait de remarquer qu'à partir des années 2010, on voit plusieurs actualités éditoriales en lien avec ces personnages. On voit qu'en 2011, il y a une polémique autour de l'inscription du nom de Céline dans le recueil des célébrations nationales. En 2012, Pierre de La Rochelle est édité à la Pléiade chez Gallimard. En 2013, toujours chez Gallimard, on va retrouver les débuts de la correspondance de Paul Morand et Jacques Chardon.
En 2015, il y a la réédition du best-seller antisémite de l'occupation, Les Décombres, chez Bouquin Robert Laffont. Et puis, il va y avoir d'autres polémiques, une réédition de Charles Maurras, une anthologie en 2018, les enjeux sur la réédition des pamphlets de Céline. Donc, il y a une solidarité, si vous voulez, entre ce passé et l'actualité éditoriale. Et cette actualité éditoriale, comme tu l'as dit Jacques, elle dérange. Elle dérange parce qu'elle pose la question évidente, évidemment, de la tension entre l'auteur et son œuvre, distinguer l'homme de l'artiste, etc. Mais appliqué à ce sujet, c'est plus la question entre, d'une part, la valorisation du patrimoine littéraire et, d'autre part, la honte de la collaboration. Et vis-à-vis de cette tension, il s'ensuit des questionnements. Faut-il éditer ces personnes-là ou pas ? Et il me semblait que les simples réponses d'actualité, montée de l'extrême droite, intérêt économique pour des maisons d'édition, n'étaient pas suffisants. Il fallait au contraire suivre le fil rouge de la vie matérielle, concrète de ces auteurs, mais aussi de leur vie symbolique, des livres qu'ils ont publiés. Qui publie, qui ne publie plus, où est-ce que ces auteurs sont publiés s'ils sont encore publiés. Et en quelque sorte, ce livre interroge les conditions sociales de la postérité intellectuelle, et c'est ce que j'ai voulu travailler. Donc ça, c'était la sollicitation par l'actualité, l'intérêt pour ces questions qui étaient toujours ouvertes donc, dans les années 2010, sur la délimitation du projet lui-même, sur les sources qui étaient disponibles. Comment est-ce que tu as procédé pour circonscrire le projet, pour trouver la documentation qui était nécessaire pour documenter, pour permettre donc là-dessus de développer un discours fondé sur l'archive, et c'est une des mérites de la thèse de mobiliser ces archives. C'est un vrai enjeu de délimiter ce groupe. Il y a une évidence en fait quand on dit écrivain collaborateur. En plus il y a Céline sur la couverture, mais en fait il faut se méfier des évidences. Dans le dictionnaire des idées reçues de Flaubert, qui n'a pas collaboré, Flaubert est mort en 1880, mais à l'entrée évidence, il y avait tellement évident que ça crève les yeux. Donc s'il nous paraît évident que Céline est un écrivain et un écrivain collaborateur, que Robert Brasillac est un écrivain collaborateur, et on pourrait citer Pierre de La Rochelle et d'autres personnes, au bout d'un moment, on atteint des zones d'ombre, on a des hésitations. Et il me semblait pas possible de proposer des définitions essentialistes, c'est-à-dire que je dise un écrivain c'est ça et un collaborateur c'est ça. Concrètement, est-ce qu'un écrivain c'est quelqu'un qui vit de sa plume ? Et si c'est le cas, comment, à partir de quelles archives je peux savoir qui vit de sa plume et qui ne vit pas de sa plume ? Qu'est-ce qu'un collaborateur ? Encore une fois, ça paraît évident pour Robert Brasillac, rédacteur en chef de Je suis partout, fusillé le 6 février 1945 après avoir été condamné à mort pour intelligence avec l'ennemi. Mais pour d'autres personnes, peut y avoir une hésitation. Est-ce que publier un extrait de roman dans la presse collabo à Paris, ça fait de vous un collaborateur ? Par exemple, on va retrouver ça un petit peu plus pour Jean Giono. Donc je voulais m'éviter ces insolubles définitions en amont, et pour ça je suis parti de l'épuration. À partir de l'automne 1944, il y a des écrivains résistants réunis dans le Comité national des écrivains qui publient des listes dans les Lettres françaises, journal qui sort de la clandestinité. Dans ces listes, ces écrivains disent « on ne veut plus publier avec ces gens-là ». Il y a à peu près 159 personnes qui sont sur ces listes, et il y a d'autres personnes qui sont considérées, accusées par le Comité national d'épuration des gens de lettres, auteurs et compositeurs. C'est encore une fois des artistes, des écrivains qui sont réunis, mais là c'est organisé par le ministère de l'Éducation nationale, donc c'est encadré par l'État, c'est pas juste un boycott corporatif si vous voulez. Et ce comité national d'épuration des gens de lettres, il peut interdire de publier jusqu'à 2 ans et interdire de toucher des droits d'auteur jusqu'à 2 ans. Et si vous voulez, j'ai mélangé ces deux sources pour atteindre une population totale de 227 écrivains et intellectuels, parce qu'en fait, le titre dit écrivain, et évidemment, on parle essentiellement des écrivains, mais on va retrouver aussi beaucoup de journalistes, mais aussi des enseignants, des avocats,
des médecins et d'autres personnes, mais qui ont souvent pris la plume, se sont engagés dans la collaboration. Et pour travailler concrètement sur la vie de ces gens par-delà l'occupation et par-delà l'épuration, on a affaire à 3 sources principales. La première, ce sont les sources de l'épuration judiciaire. C'est une des meilleures entrées. Ces sources, elles existent au sein d'archives départementales et aux archives nationales. C'est les procès, c'est les dossiers d'instruction pour les procès de l'épuration. Et ça permet souvent de retracer la vie de ces gens-là avec des procès-verbaux d'interrogatoire. Donc ils reviennent même sur leur carrière, ils apportent des justifications quant à leur prise de position. Donc c'est très intéressant d'étudier la collaboration à partir de ces sources. Mais pour dépasser les bornes chronologiques de l'épuration et aller plus loin, il y avait 2 autres sources. Les renseignements généraux, qui sont principalement conservés aux archives de la préfecture de police de Paris au Pré-Saint-Gervais. Et ensuite, j'ai été grandement aidé, et je profite de l'occasion pour saluer Raphaël Lapôtre et l'équipe du Data BNF, qui m'a permis d'extraire systématiquement pour chacun de ces auteurs l'entièreté de leurs ouvrages enregistrés au dépôt légal de la Bibliothèque nationale de France. Très compliqué comme ça, c'est-à-dire qu'en fait, avec la même source, la Bibliothèque nationale de France, je sais qui est édité, qui est réédité et dans quelle maison d'édition. Et donc ça permet de les suivre à la trace bibliographique. C'est à partir principalement de ces 3 sources que j'ai travaillé et bien entendu avec les écrits de ces auteurs. Un mot pour revenir sur ces sources. Un dossier d'épuration judiciaire, ça se présente comment en fait? Qu'est-ce qu'on a dans les mains? Quel est le volume? Quels sont les types de... Il y a les procès-verbaux d'interrogatoire. Est-ce qu'il y a d'autres documents dans ces dossiers? Alors, ces dossiers varient beaucoup en termes de taille. On peut avoir quelques dizaines, voire centaines de feuillets, ou parfois plusieurs boîtes cochards et des dizaines de milliers de feuilles de procédure. On va avoir des commissions rogatoires, c'est-à-dire tout un tas de processus purement judiciaires. On peut avoir des mémoires en défense de la part des accusés. On va retrouver des procès-verbaux d'interrogatoire. Il y a aussi, c'est pas présent dans les dossiers, mais il existe aussi des scellés qui parfois sont versés au dossier. Ça peut être le cas de compte en banque. Donc là, on peut mesurer l'enrichissement de ces personnes et ça a d'ailleurs joué pour éventuellement les condamner. Et on va retrouver parfois des demandes de recours en grâce, mais c'est souvent versé dans d'autres types de dossiers. L'intérêt, on va avoir aussi bien entendu des rapports de police, des procès-verbaux, des notes, des renseignements généraux sur la vie et la moralité de ces gens-là. Donc ça permet de retracer la vie de ces personnes, souvent de leur naissance jusqu'au moment du procès. Et les archives de la préfecture de police, est-ce qu'elles sont riches ? Ou est-ce que ce sont plutôt des recueils d'articles découpés dans la presse? Est-ce qu'il y a des enquêtes parfois? Alors les archives des renseignements généraux et les archives de la préfecture de police de Paris sont très riches. La police travaille très bien. C'est-à-dire qu'on a vraiment l'entièreté de la vie de ces gens. Ça dépasse vraiment les bornes de l'épuration pour plusieurs raisons. Parce que ces personnes-là, souvent, s'engagent, et s'engagent y compris après la guerre. On va en retrouver certains dans le parti de Pierre Poujade, par exemple. Et ce parti, difficilement identifiable, entre guillemets, parce qu'il se présente comme corporatiste, il est suivi par les renseignements généraux. Donc il y a des rapports qui disent que Camille Féguy travaille pour Fraternité Française, l'organe de Pierre Poujade. Il y a des enjeux, il faut le dire aussi, avec ce qu'on pourrait appeler le reste de la brigade mondaine, des enjeux de moralité sur l'orientation sexuelle de ces personnes-là, sur leur consommation de drogue ou ce genre de choses. Il y a des enjeux aussi sur les liens amicaux, les divers réseaux qu'ils peuvent avoir. Et par ailleurs, et c'est important de le souligner, j'ai été assez impressionné de ce travail et ça m'a beaucoup aidé, il y a beaucoup de revues de presse et qui perdurent parfois jusqu'à aujourd'hui. Donc on peut, s'il y a un article sur Robert Brasillac dans Le Figaro, il y a des chances pour qu'il soit découpé et termine dans son dossier aux archives de la préfecture de police de Paris. Donc ça, c'est les sources et la méthodologie. Donc 227 personnes qui vont rentrer dans ton corpus. Est-ce que tu peux en faire un peu le portrait de ce corpus? Qui sont les plus jeunes, qui sont les plus vieux? Quel est leur niveau de notoriété les uns et les autres? Alors,
la population, elle est à la fois hétérogène, différente, ils ne sont pas tous identiques, et en même temps, d'une part, pour comprendre qui survit. C'est-à-dire, si on s'en tient qu'à Céline, qu'à Drieux-la-Rochelle, on va à Ombre Blanche et on peut trouver en poche Gilles de Drieux-la-Rochelle ou Voyage au bout de la nuit de Céline. Mais en fait, on ne comprend rien à la postérité si on ne mêle pas Céline et Drieux-la-Rochelle à des auteurs qui étaient leurs contemporains et qui parfois étaient plus connus qu'eux à l'époque. C'est justement en voyant qui s'efface et qui survit qu'on peut essayer de comprendre les enjeux de cette postérité. Et donc, pour le groupe, il y a à la fois des disparités et des régularités. Au niveau des régularités, on va avoir une population principalement masculine, 220 hommes pour 7 femmes. On va avoir une population relativement âgée, 49 ans de moyenne d'âge en 1940. On va avoir une population pour les 2/3 issue de la bourgeoisie ou de la très grande bourgeoisie. Une population éduquée, pour moitié diplômée du supérieur, quand pour leur génération, c'est 2% d'une classe d'âge qui obtient le baccalauréat. Une population, évidemment, d'écrivains et surtout de journalistes. Et encore une fois, la frontière est poreuse. Il y a des écrivains qui publient ponctuellement, mais qui gagnent leur vie, surtout en écrivant dans la presse. Donc là, il est difficile. Est-ce qu'on les qualifie d'écrivains? Est-ce qu'on les qualifie de journalistes, de critiques littéraires, etc. Et aussi une population dont les derniers engagements dans les années 30 sont marqués, pour la moitié d'entre eux, à l'extrême droite. À l'intérieur de ces régularités statistiques, on observe toutefois des différences. Il y a des personnes particulièrement âgées. Lucien Pemjean doit avoir plus de 70 ans en 1940, Charles Maurras plus de 60 ans en 1940, et d'autres personnes qui ont la quarantaine, voire même des gens qui ont juste la vingtaine. Mais encore une fois, l'immense majorité a plus de 40 ans. Il y a aussi une grande différence entre la reconnaissance de ces auteurs. Il y en a qui sont à l'Académie française, comme Abel Bonnard, Abel Hermant, Charles Maurras. Il y en a qui ont eu des prix, comme Céline et le prix Renaudot, par exemple. Il y en a qui sont connus, y compris pour leur succès populaire. Des personnes qu'on connaît encore, comme Pierre Benoît, avec l'Atlantide, ou des personnes qu'on a oubliées, comme Jean d'Agrève, qui tire à énormément d'exemplaires des romans d'aventure, mais qui n'ont pas passé la postérité. Et puis, il y a beaucoup de gens qui publient très peu, très ponctuellement, et pour la plupart dans des officines d'extrême droite. Ils écrivent dans la presse d'extrême droite. Là, c'est une série de personnes comme Armand de Chastenay de Puységur, comme Léon de Poncin, comme Henri Coston, qui vont grandement s'investir dans la collaboration après la défaite. Sur cette situation au lendemain de la défaite, peut-être il faut rappeler un peu le contexte. Qu'est-ce que ça provoque sur le monde intellectuel? Quelles sont les recompositions là, qui sont à l'œuvre et qui expliquent que pour certains, des opportunités nouvelles s'ouvrent, pour d'autres, des portes se ferment. Est-ce que tu peux rappeler un peu cet environnement? À grands traits, ce qui encadre la vie littéraire et intellectuelle durant l'occupation, qu'on se situe en zone nord, en zone occupée, ou en zone sud non occupée jusqu'au 11 novembre 1942, c'est 2 éléments. D'une part, la censure. Il va y avoir tout un tas d'interdictions de publication, des listes d'auteurs qui n'ont plus le droit de publier, des listes de livres, des ouvrages saisis. Martine Poulain, l'historienne Martine Poulain, estime qu'il y a à peu près 2 millions d'ouvrages qui sont saisis. Il va y avoir aussi un enjeu vis-à-vis de la pénurie de papier. Vu qu'il y a moins de papier, on fait des commissions d'attribution du papier qui permettent de filtrer et de savoir qui publie et qui ne publie pas. Il va y avoir également l'investissement financier des Allemands dans certaines maisons d'édition et plus encore dans la presse. Et le parallèle de cette censure, de cette interdiction d'user de sa liberté d'expression, c'est la propagande. C'est qu'en parallèle, on va mettre en avant des auteurs, on va les promouvoir dans cette presse. Il va y avoir des maisons d'édition qui vont soit se créer, soit largement se développer quand elles sont déjà créées. Je pense par exemple à Sorlo ou à Baudinière ou à Jean Renard, qui seront très actifs, qui sont complètement oubliés aujourd'hui bien entendu, mais qui seront très actifs à cette période-là. Et donc qui vont permettre à certains auteurs d'arriver sur ce devant de la scène littéraire. Il y a, entre 1940 et 1944,
31 auteurs qui n'avaient jamais publié sur toute la population. 31 auteurs, si on coupe toute la période étudiée de la fin du 19e siècle jusqu'à nos jours et qu'on la coupe en période de 5 ans, il n'y a jamais eu 31 auteurs qui sont publiés sur cette période de 5 ans, sauf durant l'occupation. Donc c'est durant l'occupation qu'il y a le plus de nombre d'auteurs qui arrivent. Alors ça pourrait être un effet de génération, c'est-à-dire des jeunes gens qui publient pour la première fois et voilà, ils sont édités, c'est un hasard. C'est pas le cas, parce que la moyenne d'âge de publication de toute la population, c'est 29 ans, et ces auteurs ont en moyenne d'âge 41 ans lorsqu'ils publient pour la première fois. Donc ce décalage, si vous voulez, le fait qu'ils soient relativement vieux d'un point de vue biologique, mais relativement jeunes d'un point de vue social, dans leur arrivée dans le monde des lettres, atteste que s'ils peuvent publier, c'est à la faveur de l'occupation. Donc il y a des places à prendre et ils les prennent. Et ces places, elles sont libérées par qui, en fait ? Alors, ces places sont libérées par essentiellement, pour une bonne partie, les auteurs juifs. Il y a à peu près 700 auteurs juifs qui sont interdits de publication sur les listes. Bien évidemment, sur les auteurs plutôt engagés à gauche, le Parti communiste est interdit depuis septembre 1939. Il ne fait pas bon d'être socialiste non plus durant l'occupation, encore que ça ménage, il faut le garder à l'esprit, une presse dite de gauche qui va collaborer. On va retrouver par exemple le cas de Claude Jamet qui va écrire pour Germinal notamment par exemple. C'est ces personnes-là qui vont prendre donc des places. Comment ça se passe concrètement ? C'est qu'en fait déjà si on entre en collaboration, enfin la particularité de ce groupe, il faut l'avoir bien en tête, c'est que c'est pas la même chose qu'un ouvrier qui s'engagerait dans un parti fasciste. Un ouvrier qui s'engage dans un parti fasciste, il le fait pas en tant qu'ouvrier, il le fait en tant que citoyen. Un pharmacien qui s'engage à la milice, il le fait pas en tant que pharmacien. Par contre, un écrivain, quand il fait de la propagande, il y a une coïncidence entre ses pratiques de collaboration et sa profession et son identité sociale. C'est pour ça que ces auteurs, quand ils vont entrer en collaboration, ils vont le faire dès le début de l'occupation. Sur la population, sur les plus de 200 personnes étudiées, 70% écrivent, font de la propagande dès 1940. Et ils le font aussi parce qu'ils sont payés pour ça, et très bien payés. Par exemple, quelqu'un comme Oltramar anime une émission à Radio Paris. Radio Paris, c'est tenu par la Propaganda Abteilung, donc c'est sous contrôle allemand. Et pour cette émission, le rythme du temps, il gagne 20 000 francs par mois. À cette époque, le salaire mensuel moyen pour une population urbaine, c'est 1500 francs par mois. Donc c'est absolument énorme. Jacques Rougon, qui est directeur du Petit Parisien, il gagne 50 000 francs par mois. Jacques Delédin, qui va être le directeur politique de l'Illustration, les comptes dans le dossier d'épuration montrent qu'il va devenir millionnaire. Il y a aussi des personnes qui obtiennent des postes. Je pense à Henri Labroue, qui est avocat, agrégé d'histoire, et qui va avoir une chaire d'histoire du judaïsme, dont le contenu est évidemment antisémite, qui va s'ouvrir à partir de 1942 à la Sorbonne. Et Henri Labroue, en parallèle, et c'est un autre type de rétribution, négocie avec le commissariat général aux questions juives, donc qui est en charge de la spoliation des juifs, une villa spoliée sur la Côte d'Azur. Donc, par-delà les rétributions strictement matérielles, il y a d'autres rétributions matérielles qui existent. Et puis, il y a aussi des ascensions sociales. Pierre Dreux-La Rochelle, par exemple, en temps normal, n'aurait probablement pas dirigé la Nouvelle Revue Française à la place de Jean Paulhan, mais c'est les Allemands qui ont posé la nomination de Pierre Dreux-La Rochelle à la tête de la NRF pour que Gallimard puisse se réouvrir. Donc il y a également des enjeux matériels, mais aussi symboliques. Et au final, on peut dire en quelque sorte que c'est difficile de sonder les âmes de ces personnes, mais à défaut de savoir s'ils vivent pour la collaboration, ce qui est certain, c'est qu'ils vivent de la collaboration. Il y a des règlements de compte aussi. Tu parlais de Dreux-La Rochelle, son nouveau pouvoir, pour lui, c'est une façon aussi de régler ses comptes avec ses adversaires. On voit qu'il y a beaucoup dans son journal de la période de guerre, il y a beaucoup de ressentiments à l'égard d'un certain nombre d'écrivains, et il y a une sorte de revanche historique, l'idée que l'histoire leur a donné raison et qu'ils vont en profiter pour imposer leur vision des choses.
Tout à fait, il y a des règlements de compte qui, encore une fois, peuvent exister parce qu'il y a une censure structurelle. On peut prendre des places parce que des places sont libres. Il y a des règlements de compte aussi entre ces gens-là. Par exemple, Lucien Rebatté dans Les Décombres, éreinte Charles Maurras et l'inaction française. Donc ça montre aussi que les prises de position ne sont pas forcément toutes les mêmes, toutes unanimes. Et l'enjeu des règlements de compte va être différent, mais sera également un enjeu lors de l'épuration. Et la hiérarchie de la visibilité chez ces gens-là, ça va de quel niveau de responsabilité à quel niveau de responsabilité la cohorte là, elle se répartit comment par rapport à la visibilité pendant la période? En fait, ce qui est très intéressant, c'est que les personnes qui arrivent à publier grâce à l'occupation, ils publient quand même toujours moins que les personnes les plus reconnues de la population. Donc, si vous voulez, la censure, elle ne subvertit pas les hiérarchies qu'il y a au sein du monde des lettres. Ceux qui sont déjà très connus à l'époque restent très connus, et les nouveaux entrants qui rentrent parce qu'ils collaborent restent moins connus quand même, à l'exception peut-être de Lucien Rebatté et de son best-seller Les Décombres, restent souvent moins connus que les autres. Au niveau des responsabilités, si on parle de responsabilité politique, et ça va être un enjeu de l'épuration, on va y revenir, principalement ce sont des responsabilités éditoriales, que ça soit au sein de la presse, être directeur d'un journal, être rédacteur en chef. Ça peut être des responsabilités éditoriales, avoir pris la tête de maisons d'édition arianisées, comme la maison d'édition Ferenczi, que va diriger l'écrivain de romans populaires Jean Delahire. Il va y avoir aussi des responsabilités très concrètes. Je pense par exemple à Marc Augier, qui sera connu notamment à l'extrême droite après-guerre sous le pseudonyme de Saint-Loup. Marc Augier s'engage à la fin de la guerre dans la Waffen-SS. Est-ce qu'il y a une courbe chronologique qu'on peut faire apparaître? C'est-à-dire, est-ce que le début de la période qui paraît favorable aux Allemands suscite plus d'engagement que la fin, ou est-ce que les gens qui, de toute façon, sont engagés le restent de façon intacte jusqu'à la libération? Alors, c'est très difficile à déceler quantitativement. Je me suis posé cette question, mais en fait, à partir de quand on peut considérer qu'un engagement n'en est plus un? Si une personne arrête d'écrire dans un journal, est-ce qu'elle en pense forcément moins? Et puis, ça voudrait dire qu'on ait accès à tous les écrits de cette personne dans ce journal, qu'on les décompte, etc. Mais il y a bien évidemment des jusqu'au-boutistes, et je pense au dernier article de Lucien Rebatté dans Je suis partout à la fin du mois de juillet 1944, dont le titre est « Fidélité au national-socialisme ». Donc là, juillet 1944, on commence à se rapprocher du temps de rendre compte de ce qui a été fait pendant cette période. Quels sont à partir de quand les avertissements arrivent vers ces écrivains de la collaboration? Quels sont les signes avant-coureurs qui annoncent cette épuration? Alors les signes avant-coureurs, ils sont nombreux. C'est un enjeu de la littérature clandestine que de faire planer une menace sur ces auteurs. Des listes sont déjà produites de la part de résistants durant l'occupation, en disant en quelque sorte gare à vous. Il y a des poèmes, on joue, je crois que c'est Jean Paulhan qui écrit sur les deux Abel de l'Académie française, Abel Bonnard et Abel Hermant, il dit beaucoup d'Abel, pas assez de Cain par exemple. Donc il y a des menaces qui sont faites. Les collaborateurs les plus extrêmes d'entre eux, je pense encore une fois à Oltramar qui animait Le rythme du temps, feignent de s'en moquer. Ils organisent un banquet des condamnés à mort en avril 1944. Je suis partout organise une conférence intitulée « Nous ne sommes pas des dégonflés », mais par exemple, certaines personnes de « Je suis partout », comme Lucien Rebatté et Pierre-Antoine Cousteau, le frère de Jacques Cousteau, vont partir en Allemagne à Sigmaringen. Oui, c'est le moment où on dit que « Je suis partout » est devenu « Je suis parti », puisqu'ils ont suivi les wagons allemands. Sur la façon dont ils abordent cette période, quelle est la proportion de ceux qui essaient de fuir, comme Céline, qui part un des premiers, qui sont ceux qui restent? Alors, j'ai fait le décompte de l'exil durable, pas de la fugue ponctuelle. La fugue ponctuelle, c'est par exemple Brasilia qui se cache quelque peu en France, ou
sa mère est arrêtée, notamment pour le faire revenir, et je crois que c'est dès septembre 1944 qu'il se présente à la police, si ma mémoire ne me fait pas défaut. Sur les personnes qui vont avoir un exil durable après 1945 en dehors de la France, c'est à peu près 30 personnes. Et là où ils vont surtout s'établir, c'est en Suisse. On pense notamment à Paul Morand, mais il y a des destinations plus exotiques, si je peux dire, notamment dans l'Argentine de Perón, qui va qui va laisser s'organiser le rapatriement de ces fascistes. Marc Augier, dont j'ai parlé tout à l'heure, qui sera à la Waffen-SS, va par exemple être proche de Eva Perón, dans des pratiques sportives, etc., donner des cours de ski par exemple, et il reviendra en France, Marc Augier, après l'amnistie de 1953. Donc les listes sont publiées par le Conseil national des écrivains. Comment est-ce que les choses vont se passer ensuite pour ceux qui apparaissent sur ces listes? Est-ce que le fait d'apparaître sur la liste noire entraîne immédiatement des arrestations? Est-ce que ça déclenche automatiquement des procédures? Là aussi, quel est le calendrier de cette épuration? Il se superpose ce calendrier, c'est-à-dire que les ordonnances sur l'épuration, par exemple, débutent dès juin 1944. Donc des procédures se lancent, mais les procès de l'épuration commencent seulement à partir de l'automne, à partir d'octobre 1944. Donc ça coïncide avec la diffusion des listes dans les lettres françaises, puisque la première liste date du 16 septembre 1944, et la deuxième est en octobre, et la dernière liste publique est le 4 novembre 1944. Ça se superpose. Il n'y a pour autant rien de systématique, parce qu'il y a une vraie volonté de la part du gouvernement provisoire de la République française de faire une justice républicaine qui incarne le retour de la légalité républicaine. Et à ce titre-là, on va instruire des procès, et l'instruction de ces procès peut parfois durer longtemps. Mais par contre, si on a un titre de responsabilité, on a été rédacteur en chef, on a été directeur de journal, on a plus de chances d'avoir un procès et souvent d'être condamné. Mais c'est pas non plus mécanique. C'est pas mécanique parce que l'État ne voulait pas qu'on entraîne un procès s'il y avait acquittement. Il a préféré privilégier soit les non-lieux, soit les procès qui souvent avaient des chances de se terminer par une condamnation. Donc il y a rien de mécanique là-dedans, mais on est très loin de l'image qui s'est développée après-guerre, notamment à l'extrême droite, d'une épuration aveugle qui aurait visé notamment les petits et pas les gros, etc., etc. Tout ceci, autant que c'est possible de le faire, est plutôt bien mené. Matériellement, lorsqu'ils sont internés, ils le sont où? Alors, il va y avoir à peu près 100 personnes sur les 220 étudiés. Il va y avoir 100 personnes qui vont être enfermées. Sur ces 100 personnes, il y en a la moitié qui sont enfermées sans être condamnées à une peine d'emprisonnement. Donc ça relève de l'internement ou de la détention provisoire. Ils sont principalement enfermés à Fresnes parce que cette population vit pour la plupart à Paris. Sur les 227, combien passeront devant un tribunal? Ils sont à peu près une centaine, 108 à passer en procès, et ils sont 95 à être condamnés, c'est-à-dire près de la moitié de la population, avec parfois des peines lourdes comme des peines de mort. Et parmi eux, 4 vont être exécutés à la suite d'une condamnation à mort. Il s'agit de Robert Brasillac, rédacteur en chef de Je suis partout, de Paul Chak, qui dirige le centre d'action anti-bolchevique et le Cercle Arien, de Jean Lucher, qui a patronné la corporation de la presse, et de Georges Suarez, qui a été le directeur du journal collaborationniste Aujourd'hui. Qui est le premier à être jugé. Qui est le premier à être jugé par la Cour de justice de la Seine. Premier à être jugé, premier condamné à mort et premier exécuté dans le cadre des condamnations de la Cour de justice de la Seine. Les réquisitoires qui sont prononcés contre eux développent quel type d'argumentaire en fait? Quel est le discours tenu par les procureurs qui interviennent dans ces procès?
Il y a l'enjeu, alors ça dépend effectivement de ce qu'il y a dans le dossier. La vénalité est mise en avant s'il y a eu un enrichissement, par exemple. Mais ce qui est particulièrement marquant, c'est que évidemment, il y a toute une partie de la population qui s'est clairement engagée par ses écrits pour soutenir l'ordre nouveau, que ce soit celui de l'occupant nazi ou celui de l'État français de Philippe Pétain. Mais il y a également des personnes qui vont seulement publier mettons des critiques littéraires plutôt anodines ou des extraits de romans dans la presse collaborationniste. Et à ce titre-là, et c'est les travaux de Gisèle Sapiro qui l'ont démontré, on va reprocher à ces auteurs de ne pas avoir respecté leurs pairs, les autres écrivains, qui, eux, ne pouvaient plus s'exprimer. C'est parce qu'en fait, ils ont abusé de leur liberté d'expression, ces auteurs collaborationnistes, à une époque où il n'y avait plus de liberté d'expression, qu'ils vont être condamnés, d'autant plus que leur défense est souvent présentée comme telle. C'est-à-dire que les avocats disent, parfois, les avocats ne le disent pas comme ça, mais moi j'ai déjà vu dans les procès-verbaux, j'étais antisémite avant l'occupation, je le suis resté durant l'occupation. Mais en fait, ce qui change, et ça change justement parce que l'antisémitisme de la personne en question ne change pas, mais que le monde autour de cette personne change puisqu'il n'y a plus de liberté d'expression et une persécution systématique des Juifs. Donc 4 condamnés à mort dont la peine a été exécutée. Est-ce qu'il y a des graciés dans la cohorte ? Oui, inversement, la plupart vont être progressivement graciés. Déjà, il y avait des peines capitales dont ils ont été graciés. Alors oui, il y a eu beaucoup de peines capitales qui ont été graciées. On peut toujours garder l'exemple de l'équipe de Je suis partout, excepté Brasillac, avec Pierre-Antoine Cousteau ou Lucien Rebatté. Et donc quand pour le coup c'est De Gaulle ou après lui Vincent Auriol fait une grâce, on passe à la peine d'en dessous. Donc on passe à la peine de mort, à la peine de travaux forcés à perpétuité, mais qui ne s'exécute plus au bagne depuis 1938. Donc on va dans une maison centrale, notamment à Clairvaux, où là on va avoir le crâne rasé, avoir un pyjama, les chaînes, même si progressivement va y avoir d'autres grâces, des commutations qui vont à chaque fois amoindrir leur peine. Et pour donner une idée de chronologie, il y a 2 grandes lois d'amnistie successives, une en 1951 et une en 1953. Henri Béraud, quel a été son sort ? Je ne me rappelle plus. Henri Béraud est condamné à mort. Il est gracié. Il est enfermé vers l'île de Ré en maison centrale. Il écrit durant son enfermement, donc ça se sait dans la presse, donc on lui retire son matériel d'écriture. Et pardon, petite parenthèse, Henri Béraud a été prix Goncourt pour Le Vitriol de Lune et Le Martyr de l'Aubesse. Il tient la plume pamphlétaire dans Gringoire qui va notamment pousser au suicide le ministre Roger Salingro, dont une place porte le nom juste à côté d'ici. Et Henri Béraud est engagé à l'extrême droite dès l'avant-guerre. Et j'en parlais tout à l'heure, il va expliquer qu'il était anglophobe avant l'occupation et qu'il est resté durant l'occupation. Et Henri Béraud, soit dit en passant, en plus je ne le dis pas dans le livre, c'est l'occasion de le mentionner, il est condamné à la confiscation de ses biens présents et à venir, et il va faire une magouille avec sa femme, c'est qu'ils sont mariés avec une division des biens, et sa femme, qui va garder donc la moitié des biens, va racheter la vente d'un château, etc., pour qu'il récupère les biens qui ont été vendus par les domaines à la suite de cette confiscation des biens. Certains de ces condamnés bénéficient de pétitions de soutien de leurs collègues. Est-ce que ça avait été le cas pour Henri Béraud, pour d'autres ? Henri Béraud, pas à ma connaissance. J'ai le souvenir dans les archives de la préfecture de police de Paris d'un tract qui défend Henri Béraud, mais qui n'est pas signé, qui n'a pas l'aspect pétitionnaire d'une succession de noms. La pétition la plus connue est évidemment celle pour la grâce de Robert Brasillac. Les 2 écrivains qui vont faire du porte-à-porte pour obtenir cette grâce, c'est Marcel Aimé et Jean Anouilh. Les personnes qui vont accepter de signer cette demande de grâce, ce sont principalement des personnes plutôt âgées, entrées tardivement dans la résistance quand elles le sont, à l'exception de François Mauriac. Et il est surnommé à ce moment-là Saint-François des Assises, parce qu'il soutient certains de ces condamnés à mort. Ouais. Exactement. Et aussi, et
étonnamment quand on y pense, parce qu'il y a une polémique entre Mauriac et Camus au sujet de l'épuration, entre Mauriac qui proposait la charité et Camus des peines plus fermes, mais en même temps l'aversion de Camus pour la peine de mort fait que ça sera parmi les plus jeunes en termes d'âge à signer la pétition pour la grâce de Robert Brasillac. Sur la centaine qui n'est pas arrivée jusqu'au procès, ça s'explique comment le fait que le dossier ne soit pas allé jusqu'à la tenue d'un procès? Tout à fait. Il y a à peu près 150 personnes qui ont eu un dossier d'instruction, donc seulement 100 ont été jugées. Donc ça veut dire qu'il y a une cinquantaine de personnes qui ont bénéficié soit d'un non-lieu, c'est-à-dire qu'on dit que le dossier ne mérite pas d'aller en procès, soit une action publique pour cause de décès. Par exemple, Pierre Dreux-La Rochelle a un dossier, il s'est donné la mort en 1945, donc on ne va pas le poursuivre de manière post-mortem. Pour ceux qui obtiennent un non-lieu, la division elle s'opère vraiment sur ce qu'on pourrait appeler un titre de responsabilité. C'est-à-dire que si on n'a pas eu des responsabilités dans un journal, si on ne s'est pas engagé dans un parti, si on n'a pas effectivement dénoncé des gens, a priori, et que évidemment on n'a rien écrit de trop compromettant, on peut bénéficier d'un non-lieu. Tristan Rouquet, auteur du livre Les écrivains collaborateurs, engagement, stigmate et postérité au CNRS Éditions, lors de sa venue à la librairie Ombre Blanche à Toulouse, mercredi 22 octobre 2025. Sacha Guitry, quel a été son destin? Sacha Guitry a eu 2 non-lieux et il en est très fier, puisque après-guerre, il publie 60 jours de prison dans une maison d'édition d'extrême droite qui publie des écrivains collaborateurs, qui s'appelle la maison d'édition de l'Élan. Et au début de son texte, il mentionne ces 2 non-lieux. En fait, il sort le réquisitoire du commissaire du gouvernement qui lui accorde ces non-lieux. Donc, en quelque sorte, Sacha Guitry va jouer de cet aspect sulfureux. Et ces 60 jours de prison sont utilisés pour dénoncer l'épuration qui est forcément exagérée, c'est terrible, on a mis Sacha Guitry en prison. Il avait dit, je crois, la libération de Paris, j'en étais le premier prévenu, puisqu'il avait été arrêté le jour même de la libération, donc il y avait un jeu de mots sur prévenu. Oui. Donc lui se défendait sur le thème de la politique de présence, en fait. Est-ce que ce thème de la politique de présence, il fallait tenir le poste pendant la période? Est-ce que c'est une ligne de défense qu'on retrouve chez d'autres? Oui, alors pour Sacha Guitry, ce qu'on lui reproche le plus, c'est qu'il a fait un beau livre bien édité, qu'il a remis à Pétain, si je ne dis pas de bêtises, lors de la restitution des cendres de l'Aiglon du fils de Napoléon par le Reich, et dont le titre est de Jeanne d'Arc au maréchal Pétain. Donc ça met une continuité de la France éternelle et ça pose en équivalence Jeanne d'Arc avec Philippe Pétain. C'est principalement ça qu'on va lui reprocher. Mais le fait d'être resté sur le territoire, pour tout avouer, j'ai pas trop le souvenir de ce genre de défense dans les procès. Il y a des gens qui apparaissent sur des listes noires à un moment et qui en disparaissent sans qu'on sache trop pourquoi. René Barjavel, je crois, fait partie de ces auteurs qui à un moment sont sur la liste et puis qui finalement ne seront pas poursuivis. Là aussi, le cas de Barjavel est intéressant parce qu'on est vraiment dans cette zone intermédiaire entre des gens qui n'ont peut-être pas encore beaucoup de visibilité sous l'occupation, mais qui ont quand même des responsabilités pendant la période. Tout à fait. Il y a à peu près une vingtaine de personnes qui sont sur la liste du Comité national des écrivains publiée aux Lettres françaises en 1944 et qui vont en sortir en octobre 1944. Ces personnes-là, la plupart du temps, peuvent jouer de leur réseau. Pour Barjavel, je crois que c'est lui qui l'avait confié un entretien à Pierre Assouline, donc je n'ai pas vraiment les détails. Je me demande s'il n'avait pas appelé Raymond Queneau à ce sujet. Je crois que Paul Fort fait appel à Paul Valéry, par exemple. Donc c'est principalement les réseaux qu'on peut mobiliser qui permettent de sortir de ces listes. On dit que Pierre Benoît s'était rapproché de Louis Aragon. Ah oui. Alors Pierre Benoît, il reste sur la liste un petit moment, mais il
L'Atlantide de Pierre Benoît a été un très grand succès, c'est encore édité en poche aujourd'hui. Faudrait savoir si ça fait partie du fonds d'Ombre Blanche, mais ça serait pas impossible. Pierre Benoît propose de donner des extraits de l'Atlantide à Ce Soir, journal communiste, où on va retrouver Aragon, en échange du fait qu'on raye son nom de la liste, ce qui écœure Jean Paulhan, qui lui militait pour qu'on raye d'autres noms, et qui dit pourquoi Pierre Benoît et pas Jean Giono ou Marcel Joindeau, dont il est proche Jean Paulhan. Oui. Donc le bilan, si on devait le répartir par catégorie de condamnation, on arrive à quelle répartition sur les 220 de départ ? La moitié ont été condamnés par la justice, principalement à des... si on compte le fait d'avoir la peine commuée, principalement à des peines d'enfermement, que ça relève de travaux forcés ou de peines de prison. C'est principalement ça, et sinon c'est d'avoir été inscrit sur ces listes, ou pour ce qui est du Comité national d'épuration des gens de lettres, donc interdiction de publication, il y a 93 personnes sur les 200 qui sont concernées, et il y en a 42 qui sont sanctionnées. Encore, ces sanctions ne sont pas toujours effectives. Et donc l'intérêt du livre ensuite, c'est de voir comment, à partir de ce bilan judiciaire, va ensuite se poursuivre la carrière de ces gens, puisque pour ceux qui survivent à la période, donc cette carrière se poursuit. Et là, tu proposes un classement entre plusieurs catégories de trajectoires. Tu essaies de répartir la cohorte entre plusieurs catégories. Est-ce que tu peux expliquer comment tu as forgé ces différentes catégories et comment tu as réparti le public dans ces catégories ? Alors, sur tous les auteurs considérés, après-guerre, on peut identifier 150 personnes pour qui on a leur trajectoire avant la guerre et après la guerre. Et sur ces 150 personnes, il y en a 110 qui continuent dans le même secteur d'activité. Ils sont journalistes, ils continuent d'être journalistes, ils sont écrivains, ils continuent d'être écrivains, etc. Donc alors que ces personnes disent qu'ils ont subi l'épuration, qu'ils sont mis au banc, qu'ils subissent un terrible déclassement, finalement en termes de déclassement, il n'y en a pas vraiment, puisqu'ils continuent dans leur activité professionnelle avant et après-guerre. Ça, c'est pour leur activité professionnelle. Mais pour ce qui est de leur édition, effectivement, ils n'ont pas tous les mêmes destins. Si on peut retrouver en librairie Céline, René Barjavel, Jean Giono, Jean Cocteau, Paul Morand ou Jean Anouilh, on ne va pas trouver en librairie Lucien Pemjean, Armand de Chastenay de Puységur, etc., etc. Pour ça, comment j'ai travaillé ? J'ai travaillé à partir de leur bibliographie, c'est-à-dire des bouquins qu'ils ont écrits et qui est enregistré à la Bibliothèque nationale de France. Et à partir d'un logiciel, je vais épargner les détails à tout le monde, mais en quelque sorte, il a été possible de regrouper qui publie où, dans quel type de maison d'édition et quand. Et on observe 4 groupes différents. On observe le groupe des exclus, qui comprend à peu près 90 personnes qui, eux, ne vont presque plus jamais publier après la guerre. Et ces personnes-là, en fait, elles n'avaient pas de carrière avant la guerre non plus. Donc si elles sont exclues, elles subissent pas un déclassement, c'est juste un retour à la normale qui a été altéré par la période de l'occupation. S'il n'y avait pas eu de l'occupation, en quelque sorte, ces personnes n'auraient jamais publié ou republié. Ces personnes sont par ailleurs condamnées, mais la condamnation, en fait, n'est pas le critère primordial pour la survie ou l'absence de survie de ces personnes sur les étals des libraires et dans les maisons d'édition. Là, en l'occurrence, c'est que c'est des personnes qui devaient toute leur carrière, en quelque sorte, à l'occupation. Ensuite, il y a un groupe d'une 50aine de personnes, que j'ai appelé les déclassés, qui, eux, ne publient plus plutôt à partir des années 50. Donc, ils ont une petite survie dans l'après-guerre, mais qui s'estompent. Ces personnes-là, elles ne sont pas beaucoup condamnées, alors que pourtant, elles publient pas longtemps après-guerre, donc on pourrait croire que là aussi c'est un effet de condamnation, c'est pas le cas. C'est surtout un effet d'âge. Alors que la population générale a 49 ans en 1940, ces personnes, les déclassés, ils ont en moyenne 61 ans en 1940. Donc en fait, ils sont déjà vieux. Et dire qu'ils sont déjà vieux, ça a vraiment des incidences très concrètes. Tu vas fort, là. Ils sont déjà vieux socialement, c'est-à-dire qu'ils ne sont plus à leur premier ouvrage publié dans leurs 20 ans. Concrètement, qui, après-guerre, a envie de lire des écrivains régionalistes ?
qui a envie de lire des essayistes royalistes. Pas grand monde, et en plus de ça, vu qu'ils ne survivent pas physiquement à la période, ils s'éteignent justement à la fin des années 40 et aux années 50, ils peuvent pas renégocier des contrats d'éditeurs, ils peuvent pas faire valoir leur réseau pour continuer à publier et même pour se réinventer en quelque sorte. Tu parlais des écrivains régionalistes. Henri Pourrat, quel va être son parcours d'après-guerre? Alors je n'ai pas Henri Pourrat dans la base de données, et ça fait beaucoup déjà 227, donc pour le coup Henri Pourrat je saurais pas te répondre. Parce qu'il n'a pas eu de problème judiciaire, donc. À ma connaissance, il n'a pas eu de problème judiciaire. Les personnes qui vont rencontrer soit des problèmes ou pas parmi les écrivains régionalistes, de tête, on va retrouver évidemment Alphonse de Chateaubriand, qui ne dit rien, j'imagine, à personne, mais pourtant Alphonse de Chateaubriand, il a eu un prix Goncourt, il a eu un grand prix de l'Académie française, donc c'est quelqu'un de très important à cette époque. Il va être condamné à mort, il va mourir en Autriche dans les années 50, et pourtant... lui, il va survivre éditorialement. On va le retrouver dans la collection des Cahiers rouges chez Grasset, très longtemps après la guerre. Parmi les autres écrivains régionalistes connus, on peut citer, enfin connus à cette époque évidemment, Jean de la Varande, qui lui est très peu édité, à l'exception aujourd'hui d'une maison d'édition d'extrême droite située à Versailles, Via Romana. Donc lui, il fait partie des déclassés. Jean de la Varande, il fait absolument partie des déclassés, oui. Parce que j'ai souvenir d'avoir vu un de ses romans qui s'appelait Les Manants du Roi, qui était dans le livre de poche des années 50-60. Donc il a quand même une petite survie. Oui, alors tout à fait. Alors là, c'est les enjeux des faits un petit peu statistiques. C'est publié une fois ponctuellement, n'est rien comparé à Céline qui est perpétuellement réédité et republié et réimprimé tous les ans. Alors quelle différence il y aura entre les déclassés, dont la carrière se termine ou s'amenuise, et puis ceux que tu appelles les survivants? Alors les survivants, eux, survivent jusqu'aux années 70 sur les étals des libraires et dans les maisons d'édition. Et là aussi, il y a quelque chose de contre-intuitif parce qu'ils sont beaucoup condamnés. La moitié de la population des survivants est condamnée. Mais là, c'est plutôt les faveurs de l'âge. Ils sont jeunes, alors relativement jeunes puisqu'ils ont 40 ans de moyenne d'âge en 1940, mais là ils peuvent encore faire jouer leur réseau pour être réédités. Mais pourquoi eux n'atteignent pas la postérité? Pourquoi on ne va pas les retrouver aujourd'hui en librairie? C'est à cause des styles dans lesquels ils s'inscrivent. On va avoir beaucoup de personnes à l'extrême droite. On va retrouver par exemple Alfred Fabrelus, Pierre Dominique. Ces noms vous disent peut-être rien, mais ils ont dirigé le journal d'extrême droite Rivarol dans les années 60 et 70. On va retrouver Henri Coston, animateur de l'extrême droite intellectuel jusqu'aux années 90 à peu près. Donc une partie d'entre eux périssent d'un point de vue éditorial parce qu'engagés à l'extrême droite, les autres parce que essayistes, et en fait, si vous voulez, l'essai est un style qui périt. La chercheuse en littérature Marielle Massé a un très beau mot, elle dit l'essai vieillit en littérature. C'est que pour que l'essai ait une postérité, il faut avoir le style d'un Paul Valéry par exemple. Mais juste transmettre ses idées, le lendemain elles sont chassées par un autre essayiste qui va faire un livre plus actuel. Il en ira de même pour ce livre publié et défendu aujourd'hui. Et il y a aussi des styles périssables avec, par exemple, les romans policiers, les romans d'aventure. Là, à moins de s'appeler Georges Simenon, qui fait aussi partie du groupe, puisqu'il a été condamné à 2 ans d'interdiction par le Comité national d'épuration des gens de lettres, Georges Simenon incarne le roman policier francophone, mais les autres personnes qui se situent parmi les survivants n'ont pas la carrière de Georges Simenon, et donc à ce titre-là, connaissent une publication de leur vivant, mais ils ne rencontrent pas la postérité. Alors, ceux qui s'en tirent le mieux, c'est ce que tu appelles les maintenus. Là, quel est le profil de ce groupe des maintenus? Quels sont les personnages qu'on va trouver à l'intérieur de ce groupe? Ces personnages, on pourrait presque les énumérer les uns après les autres, et là, pour le coup, il y a des chances pour que vous les connaissiez. On va retrouver évidemment Jean Anouilh, René Barjavel, Céline, Henri de Monterland, Paul Morand, Georges Simenon. La plupart d'entre eux d'ailleurs sont en Pléiade, sont en poche, sont dans des collections d'anthologies type bouquins chez Robert Laffont. Et ce groupe
il comprend ce qui réussit le mieux aux autres groupes. C'est-à-dire qu'ils sont relativement jeunes, ils ont pile poil la moyenne d'âge, ils ont 49 ans en 1940. Ils sont les plus reconnus de toute la cohorte, mais vu qu'ils sont plus jeunes que les déclassés, ceux qui arrêtent d'être publiés dans les années 50, ils peuvent encore jouer de leur réseau. Ils sont relativement peu condamnés. Et puis surtout, quand ils republient, ils se réinventent. Céline, il change son style après l'occupation, en faisant des allers-retours entre le présent et le passé. Paul Morand fait ça aussi un petit peu. Chez Jean Giono, on va avoir moins une contemplation de la nature, on va avoir plus quelque chose qui relève du courant de conscience. Chez Jacques-Benoît Méchain, par exemple, essayiste, dont 2 biographies à son sujet viennent de sortir cette année, il va devenir un spécialiste du Proche-Orient, et cette spécialité, il va la développer dans un premier temps en prison, lorsqu'il est enfermé, puisque Jacques-Benoît Méchain a été aussi condamné à mort lors de l'épuration. Donc ces personnes réussissent à se réinventer, et ils sont surtout diffusés, que ce soit par des collections de luxe ou des collections de poche. Paul Morand, d'ailleurs, est assez gonflé parce qu'il revient en littérature avec Le Flagellin de Séville, qui est une façon de défendre la collaboration en faisant un parallèle entre les collaborateurs et puis les Espagnols proches des Français pendant la période napoléonienne. Donc, il fait un peu un parallèle entre les Espagnols admirateurs des Lumières et puis la collaboration, mais ça lui permet de revenir en selle après quelques années de silence. Donc oui, on voit cette hiérarchie, donc les exclus, les déclassés, les survivants et les maintenus. Tous ces gens-là, en fait, comment vont-ils évoquer la période de l'épuration dans la suite de leur parcours? Est-ce que c'est une volonté d'effacement? Est-ce que c'est un titre de gloire pour certains? Quelle est la place variable qu'ils accordent au souvenir de cet épisode? Il y a plusieurs éléments. D'une part, c'est rarement évoqué. C'est-à-dire que sur ces personnes-là, quand je pouvais consulter l'entièreté de leur bibliographie, j'étais ravi quand je tombais sur un bouquin intitulé Mémoire, journal. Et souvent, Mémoire, journal, ça s'arrêtait pile poil en 1940 ou parfois en 1944. Donc, d'où l'intérêt d'avoir les archives des renseignements généraux pour les suivre, même si c'est pas un écrit intime, bien évidemment. Souvent, donc, ce n'est pas mentionné. Alors parfois, il peut y avoir des journaux qui sortent, mais de manière posthume. On va retrouver ça plutôt à l'extrême droite, par exemple. Pour Herbert Brasillac, on va avoir ses poèmes de Fresne. Alors, c'est pas des journaux intimes, pour le coup, mais il y a aussi ses lettres qui vont être publiées. Il y a certains qui l'abordent de manière un peu dissimulée. Tu viens de citer Paul Morand avec Le Flagellin de Séville. On peut penser à Jean Anouilh, avec Pauvre Bitos, et j'ai plus le sous-titre. Le dîner de tête. Le dîner de tête, donc ça tourne en dérision l'épuration. Pareil pour Pierre Benoît avec Fabrice. Mais voilà, c'est toujours par la bande. On le fait pas frontalement. Il y a par contre des personnes qui vont se retrouver dans un entre-soi d'extrême droite. Ils vont, ce que je dis dans le livre, endosser le stigmate. Puisque vous me désignez comme collaborateur, je vais faire une fierté d'être un épuré. Et s'ils entrent dans ces réseaux, c'est aussi parce que ces réseaux sont les seuls à leur offrir des débouchés matériels et symboliques. Symboliques parce qu'ils peuvent de nouveau écrire, obtenir des postes. J'ai parlé d'Alfred Fabrelus et de Pierre Dominique pour Rivarol. Gagner de l'argent, c'est pas rien non plus. Et aussi se rassurer entre eux sur le fait que le monde a tort est évidemment contre eux, et ce sont eux qui ont raison, et ils se qualifient, ils s'autoproclament d'opposition nationale. Et puis il va y avoir après un cas un peu plus particulier qui va jouer avec ça, un entre-deux, c'est le cas de Céline. Sur ceux qui cachent dans leur journal, je pensais à Barjavel de nouveau, puisqu'il a publié un livre qui s'appelle Le journal d'un homme simple, dans lequel il donne des extraits de son journal de la Libération, mais il s'arrête à la veille du moment où il va apparaître sur la liste noire. Donc c'est vraiment un découpage où il nous fait voir comment il a vécu la libération de Paris, mais il passe sous silence l'automne 44, où il a été mis en cause, en tout cas pendant quelques semaines. Donc là, on voit comment le découpage de ce qui est publié laisse la place, ou au contraire fait disparaître l'épisode. Il y a tout aussi
pour continuer à publier ces gens, il y a toute une nouvelle édition d'extrême droite, plus ou moins visible, qui très vite se met en place aussi, soit des exilés en Suisse, soit en France. En fait, il y a assez vite des moyens de secours pour ces gens-là, pour trouver des éditeurs peut-être moins en vue que leurs éditeurs précédents, mais qui très vite en réalité prennent le relais. Tout à fait. Si on prend l'immédiat après-guerre, la survie éditoriale de ces auteurs, elle passe par 3 canaux différents. Pour les plus connus d'entre eux, leurs éditeurs établis, Gallimard, Grasset, Albin Michel, vont les maintenir dans leur catalogue, mais seulement sur des rééditions. Ils ne vont pas proposer de nouveaux titres, au moins jusqu'à l'année 1947. Il va y avoir, pour continuer à publier ces auteurs, toute une série de maisons d'édition d'extrême droite qui sont souvent très éphémères, parfois les plus durables durent 5 ans, mais parfois elles sont juste ponctuelles, avec des jeux de mots douteux, donc par exemple les éditions de Midi en opposition aux éditions de Minuit fondées dans la clandestinité par exemple. Ces maisons d'édition d'extrême droite, elles ont une vie éphémère, mais en fait elles se succèdent les unes aux autres. Donc aujourd'hui on va retrouver sous d'autres formes, d'autres noms, avec d'autres personnes qui les entretiennent, des maisons d'édition d'extrême droite qui vont continuer à publier ces personnes. Et puis, il va y avoir un peu un entre-deux. Et l'incarnation de cet entre-deux, c'est pour moi les éditions de la Table Ronde. Les éditions de la Table Ronde, c'est une jeune maison d'édition et qui va bénéficier du fait qu'il y a des auteurs très connus qui ne peuvent pas immédiatement publier parce qu'il y a un boycott qui s'organise au sein du monde des lettres et qui vont les récupérer dans leur catalogue. C'est le cas par exemple, la locomotive de la Table Ronde, ça va être Jean Anouilh avec Antigone. Pourquoi Jean Anouilh va à la Table Ronde ? Parce que les 2 premiers recueils de pièces, je ne sais pas si c'est 2 premiers recueils de pièces, pardon, mais en tout cas les pièces roses et les pièces noires de Jean Anouilh ont été publiées en 1942 aux éditions Balzac, et les éditions Balzac, c'est le nom des éditions Kallmann-Lévy arianisés, c'est-à-dire une fois qu'on en a exclu leurs propriétaires et administrateurs parce qu'ils sont juifs. Pour laver ce qui l'incommode par rapport à sa carrière naissante, et ça c'est pas moi qui l'invente, c'est Roland Lodenbach qui le dit pour la Table Ronde, il a marché avec nous pour dissimuler cette pratique éditoriale. Et donc les éditions de la Table Ronde ne vont pas proposer un catalogue d'extrême droite. Un des actionnaires de la Table Ronde d'ailleurs le rappelle au directeur en disant non, on n'est pas une officine d'extrême droite. Ils vont proposer un panachage qui est d'autant plus insidieux. La famille Bolloré est dans le capital, je crois. De la Table Ronde. Eh bien, ça appartient pas à Gallimard ? Je sais, ils font partie, okay. Je crois, mais je crois un Bolloré qui avait participé à la résistance, donc qui pouvait apporter sa caution à la Table Ronde. Le cas peut-être le plus spectaculaire de ces itinéraires et de ces reconstitutions de carrière d'après-guerre, c'est le cas de Céline. Et dans le livre, un chapitre lui est consacré. Est-ce que tu peux rappeler à la fois la marginalisation qui semble être la sienne à la Libération, et puis la façon où il refait son retour de façon tout à fait légitime à partir d'un certain moment, avec une place de nouveau très, très en vue, et sa destinée à la fois d'après-guerre et posthume, donc comme écrivain pourtant marqué plus que d'autres encore par ce stigmate. Il y a plusieurs éléments qui vont contribuer largement à la survie de Céline. Bien évidemment, sa carrière avant l'occupation. Il est prix Renaudot, Voyage au bout de la nuit a beaucoup marché au niveau autant critique que commercial. La Mort à crédit fonctionne moins, et puis il va à l'extrême droite en devenant pamphlétaire antisémite sur la seconde moitié des années 30. Céline, après-guerre, part en Suisse, puis se retrouve au Danemark. Peut-être rappeler aussi comment il s'est comporté sous l'occupation. Oui, bien sûr, pardon. Puisqu'il n'a pas de responsabilité officielle, mais il est très présent en même temps. Céline est malin, je pense qu'on peut le dire comme ça. Alors, il publie quand même un pamphlet, il publie Les Beaux Draps sous l'occupation, toujours chez De Noël, et il envoie des lettres. Il envoie des lettres à la presse collaborationniste où il fait état de ses opinions littéralement pro-hitlériennes et antisémites. Ces lettres elles diminuent
au fur et à mesure que le conflit évolue. Et après-guerre, dans ce qu'il envoie au commissaire du gouvernement qui instruit son dossier, il va dire je n'ai jamais reçu un seul centime de la presse collaborationniste. Et puis parfois ces lettres peuvent être dures à récupérer, ces lettres qui deviennent des articles. Là, vous vous doutez bien, dans Au pilori, vous avez en première colonne, voilà, Céline nous écrit, etc. Et qui sont parfois des lettres de délation, puisque Robert Desnos avait écrit une critique défavorable au pamphlet Les Beaux Draps, et Céline va, je crois, envoyer une lettre en disant au journal « Je vous défie de publier la photo de votre collaborateur de profil », ce qui est une façon d'accuser Desnos d'être un juif, et les amis de Céline vont persécuter Desnos tout au long de la guerre jusqu'à ce qu'il soit arrêté et déporté. Donc il y a une action de Céline qui est aussi cette action de délation et d'attaque de ses ennemis. Tout à fait, la dénonciation aussi d'un médecin haïtien pour prendre son poste dans un dispensaire. Donc tout ceci constitue les pratiques très concrètes de collaboration de Céline, qui donc ne sont pas que les pamphlets d'avant-guerre, contrairement à ce que la postérité pro-célinienne fait croire. Et donc, après-guerre, Céline passe en Allemagne, se retrouve enfermée au Danemark et attend la fin de son procès, être sûr de son amnistie en 1951 pour rentrer. Entre-temps, il y a une petite communauté de fidèles, de céliniens, qui entendent le défendre concrètement. Et concrètement, ça veut dire créer des maisons d'édition pour accueillir Céline. Vu qu'il y a un flou autour du cas de la maison d'édition de Noël qui a collaboré, qui a reçu des capitaux allemands, etc., mais que Céline n'a pas encore trouvé d'autres éditeurs, il y a des personnes qui ont Pierre Monnier, un fidèle de Céline, qui va créer une maison d'édition pour le publier après-guerre. Et puis, en voyant que Céline publie, que Céline produit, que Céline fait des nouveaux textes, ça va lui faire une petite publicité à l'intérieur du microcosme littéraire, et Pierre Monnier va aller à la rencontre de Gaston Gallimard, qui accepte de signer Céline en juillet 1951, au moment où Céline rentre en France. Et là, Céline va être très malin dans sa façon de procéder. C'est-à-dire qu'il va jamais parler de l'occupation, sauf la fin, les bombardements dans Ferry pour une autre fois, mais le 40-44 n'est pas présent dans les écrits de Céline postérieurs à l'occupation. Il va mettre en scène son exil. Et là où c'est malin, c'est que, dans une stratégie de survie littéraire, là où c'est malin, c'est qu'il y a un côté subversif, mais tout en laissant le cadavre dans le placard. Donc en fait, on ne sait pas de quoi Céline aurait été criminel. Donc à partir du moment où il n'est pas criminel, il est seulement persécuté, vu qu'il se sera toujours présenté comme persécuté. Il montre cette persécution, et c'est pas juste une interprétation de ma part. Alors je peux pas faire du Céline de tête comme ça, mais il écrit à Paulan quelque chose du style et sur mes accusations de collaboration, tout ça parce que je suis allé à Sigmaringen, foutre Dieu qui voudrait savoir ce qui s'est passé à Sigmaringen, vous verrez bien un jour je vais leur en donner du Sigmaringen, et il le fait puisqu'il publie D'un château l'autre. Donc il a éminemment conscience du fait qu'il existe un public pour regarder la collaboration et ce qui en reste par le trou de la serrure, en quelque sorte. Et en même temps, il le fait en se mettant en scène comme une victime et sans jamais mettre en avant sa collaboration effective qu'il dissimule en interdisant la republication de ses pamphlets, etc. Et ça, c'est très important. Pourquoi ? Parce qu'en fait, Céline, on va le retrouver à l'agrégation dans les années 90. Donc, il commence à devenir un auteur canonique. Mais si Céline devient un auteur canonique, s'il rejoint Victor Hugo, je ne parle pas du tout d'enjeux esthétiques, éthiques, mais je veux dire, s'il rejoint la galerie post-mortem des auteurs qu'on a au bac, mais à partir de ce moment-là, on se fige, on vous oublie, on devient un nom d'école, on devient un nom de rue. Mais au contraire, si on peut toujours entretenir cette tension, qui est toujours une polémique autour de son nom propre, y compris après la mort, comme pour Céline, c'est ça qui permet d'assurer une perpétuelle survie. Et à ce titre-là, Céline a été notre contemporain en 2022, lorsque Gallimard a publié Guerre, parce que Jean-Pierre Thibaudat a rendu
les manuscrits qu'il avait soigneusement conservés pendant toutes ces années. Et là aussi, il y a un enjeu aussi éditorial, parce que dans ces manuscrits, il y a guerre, il y a Londres, il y a tout un tas de choses. Bon, il y a aussi une correspondance avec Brasillac qu'on serait curieux de découvrir, mais pour l'instant, à laquelle nous n'avons pas accès. Et Gallimard, de ce point de vue, a joué le rôle de la patrimonialisation. C'est un auteur du patrimoine, puisqu'il est publié en folio, parce qu'il est publié dans la Pléiade, donc il y a aussi une politique de respectabilité qui a été menée par l'éditeur. Tout à fait, de respectabilité, et aussi on veut cacher encore une fois ou laisser le cadavre dans le placard, parce que par exemple quand Dominique Deroux, qui a lancé les cahiers de Lerne, fait un cahier de Lerne sur Céline au mi-temps des années 60 et propose de mettre en avant certains textes antisémites de Céline, il y a des témoignages de Lucien Robaté dans ce cahier de Lerne, ça ne plaît pas du tout à Gallimard, qui dans un premier temps veut le valoriser d'un point de vue strictement littéraire. Mais finalement ce cahier de Lerne, encore une fois, contribue à entretenir une sulfureuse légende et donc à perpétuellement l'actualiser et non pas à le figer dans une statue d'écrivain consacré. Sur la politique de respectabilité, tu avais fait remarquer dans la thèse que les éditions folio de Céline, et c'est repris dans le bouquin, oui, avait fait disparaître une fois. Est-ce que tu peux rappeler cette histoire de la couverture évolutive, hein? Tout à fait. Ça interroge sur ce qu'on appelle de manière beaucoup trop rapide et pas du tout affinée la cancel culture, parce que ne pratique pas la cancel culture forcément ce qu'on croit. Si vous achetez Céline en folio, vous aurez une couverture illustrée par Tardy. Et si vous achetez Rigaudon de Céline, vous allez avoir sur un tas de gravats une personne qui tient un étendard sur lequel il y a une croix gammée. Ça, c'est si vous achetez Rigaudon jusqu'au milieu des années 2000. Après, il y a toujours cette personne, il y a la même couverture, mais il n'y a plus de croix gammée sur le drapeau. Donc c'est le même bouquin, la même couverture de Tardy, mais sans la croix gammée, et donc ça contribue à cette respectabilité dans le sens où, encore une fois, Rigaudon met en avant Céline, met en avant, entre guillemets, les malheurs de Céline, mais on enlève, et là pour le coup, visuellement, la croix gammée qui caractériserait la collaboration célinienne. Et de façon régulière revient le débat sur la réédition des pamphlets. Est-ce que tu peux rappeler les termes du débat et les positions des uns et des autres là-dessus? Tout à fait, il y a 3 positions pour cartographier un petit peu ça autour de la réédition des pamphlets. La réédition des pamphlets de Céline, donc ça soit pamphlet, évidemment pamphlet antisémite, pamphlet de la fin des années 30 ou les Baudrats durant l'occupation, a été proposée en 2018 par Gallimard et aurait dû bénéficier d'une édition critique. Si ça a été proposé, c'était aussi pour 2 raisons, parce que sa veuve avait des problèmes d'argent, ça a été dit dans la presse, hein, et parce que aussi ses ayants droit à venir, comme François Gibault, ont peur du moment où Céline va tomber dans le domaine public. Il y a eu donc une polémique à la suite de l'annonce de la publication à venir de ces pamphlets, qui a mis en scène, on va dire, 3 positionnements. Un premier positionnement qui est un positionnement militant. Par exemple, on va avoir Valeurs Actuelles qui va dire que c'est une bêtise de ne pas republier les pamphlets et que Céline est le plus grand écrivain du XXe siècle. Donc position à l'extrême droite, parce que publier Céline et à plus forte raison les pamphlets, c'est donner à des ignominies antisémites une légitimité littéraire. Il va y avoir d'autres types de positions que je qualifierais de positions scolastiques, c'est l'étude pour l'étude en quelque sorte, et là qui encourage la publication des pamphlets, mais avec un appareil critique. Mais parfois en déconsidérant peut-être les enjeux politiques d'une telle publication. Et il va y avoir des positions restrictives. La plus marquée, c'est celle par exemple de Serge Klarsfeld qui dit qu'il ne faut pas republier les pamphlets. Mais on va avoir des personnes comme par exemple Tal Brutmann, Alia Aglan, André Loez qui vont, il y avait un 4e signataire, excusez-moi, j'ai plus son nom, qui vont proposer quelque chose d'assez audacieux en disant à Gallimard, chiche, vous publiez les pamphlets de manière critique, mais sur Internet et de façon gratuite, donc vous ne vous faites pas d'argent avec ça.
Donc on peut peut-être résumer ces positions-là. Et effectivement, finalement, ces positions, qu'on parle de Céline ou pas, c'est un peu toujours les mêmes types de positions qu'on retrouve. Après, il faut savoir, est-ce qu'on parle d'un ouvrage d'avant-guerre, si on ne parle plus des pamphlets de Céline, bien entendu, est-ce qu'on parle d'un ouvrage d'avant-guerre, d'après-guerre, de l'occupation, de Céline ou pas? Quel intérêt il y a historique, littéraire à publier cet ouvrage ou pas? Merci à toi. Je pense qu'on a essayé de montrer le profil du livre et son intérêt. On va donner la parole maintenant peut-être au public qui aura des questions supplémentaires et qui aura envie de poser des questions à Tristan sur l'ouvrage. Donc, à vous la parole si vous souhaitez poursuivre le débat. Merci beaucoup pour cette présentation. Alors, tu as parlé de ton corpus et qu'il n'y avait que 7 femmes. Qui sont ces 7 femmes, du coup? Alors, s'il y a 7 femmes dans le corpus, ça ne veut pas dire qu'il n'y a eu que 7 femmes qui ont écrit dans la presse de la collaboration, etc. Il y a des travaux qui montrent qu'il y a à peu près 20% de femmes dans le champ littéraire à cette époque, et d'autres travaux récents qui montrent que fin 19e siècle, début 20e siècle, il y a tout un tas de femmes qui s'engagent à l'extrême droite, à l'Action française, pour le maintien de la famille, des valeurs catholiques, etc., le rétablissement de la royauté. Ces femmes, du coup, elles sont pas tant minoritaires que marginalisées au sein des lettres. Et elles le sont, du coup, aussi vis-à-vis de l'épuration. C'est-à-dire que dans ces groupes qui établissent ces listes, on ne les prend pas en considération. Et d'ailleurs, quand elles sont considérées, c'est souvent pour des critères extralittéraires. Par exemple, Juliette Goublé est présente. Juliette Goublé, elle est avocate. Elle va s'engager comme travailleuse volontaire en Allemagne. Juliette Goublé écrit des livres, mais elle va être présente sur ces listes pour des faits de dénonciation, donc pas pour ses écrits. Alors il y a des personnes qui vont être là pour leurs écrits ou pour leur façon de procéder. Par exemple, Suzette Desti, elle écrit des livres, mais elle est aussi dans, je crois, des galas. Elle participe à un gala de la Ligue des volontaires français contre le bolchevisme, donc ceux qui vont s'engager sur le front de l'Est aux côtés des nazis. Donc là, le fait de participer à un gala, on est un peu plus sur sa position d'artiste, donc à ce titre-là, elle est reconnue. La plus connue de cette époque, c'est Elisabeth Sauvy, qui est la sœur de Alfred Sauvy, dont le pseudonyme est Titaïna. Et elle, c'est une grande reportrice et c'est un style très en vogue. Elle part aux 4 coins du monde, dans un avion, etc. Mais ce qu'on va lui reprocher au sein du Comité national d'épuration des gens de lettres, c'est qu'elle va demander des faveurs pour un proche à elle au ministre et ami, c'est elle qui signe ça, Abel Bonnard, qui devient ministre de l'Éducation nationale à partir de 1942. Donc c'est en ça que ces femmes sont non seulement minoritaires, mais pas tant minoritaires dans le champ littéraire en général que lors de l'épuration, minoritaires et surtout marginalisées, c'est que quand elles atterrissent sur des listes, ce n'est pas forcément pour leur engagement en tant que femmes de lettres. Est-ce qu'il y a eu dans les années 50, 60 un accord tacite pour ne pas trop poser des questions délicates à tous ces écrivains de la part des critiques, des chroniqueurs, des journalistes, etc. Merci. Merci de votre question. S'il y a des enjeux de chronologie là-dedans, tout dépend aussi de si on parle de quels journaux. Mais par exemple, les lettres françaises, donc qui sont nées de la clandestinité, quand Jean Giono intègre l'Académie Goncourt en 1954, les lettres françaises le rappellent bien à l'ordre et rappellent bien ce qu'il a fait. Lorsque Marc Augier est à 2 doigts de décrocher le prix Goncourt, donc Marc Augier qui va être notamment Waffen-SS, prix Goncourt sous le pseudonyme de Saint-Loup, il y a un article dans le Figaro littéraire qui dévoile son identité. Un article également dans l'Humanité, si je ne dis pas de bêtises. Il va y avoir aussi à l'Express un mur des auteurs un peu boycottés. C'est un des critiques littéraires de l'Express qui le mentionnera. Donc ça a existé. Et en même temps, une fois que je dis ça, c'est l'Express qui va largement contribuer à la revalorisation de Céline en allant le voir à Meudon quand Céline vient de publier D'un château l'autre et qu'il a chez Gallimard comme impresario Roger Nimier. Donc il y a une chronologie
relativement fine, ça peut basculer assez rapidement. Il n'y a pas d'omerta ni dans un sens ni dans l'autre, c'est-à-dire ni on les met en valeur, on passe ça sous silence, ni on les accable particulièrement. Après, évidemment, plus on s'éloigne du conflit, plus les acteurs qui ont intérêt à maintenir la frontière entre résistants et collaborateurs décèdent, plus ces personnes-là vont avoir le champ libre. Un journaliste de Je suis partout, qui était un proche de Brasillac, va publier par exemple une histoire du débarquement. Moi, je me rappelle d'avoir acheté un livre de poche, Le débarquement de Georges Blond, et après, quelques temps après, j'ai vu que c'était un ancien journaliste de Je suis partout. Donc là, on voit comment certains ont pu retourner à leur style éditorial. Oui, ou faire même les deux à la fois, parce que alors qu'il publie ce bouquin, il est tous les ans à la messe du 6 février en hommage à l'exécution de Robert Brasillac. L'un n'empêche pas l'autre, apparemment. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Sinon, je vous propose peut-être de passer à un moment d'échange un peu plus informel autour de la table avec la signature du livre, si vous le souhaitez. En tout cas, merci beaucoup à tous les deux. Merci Tristan Rouquet pour cet exposé. L'ouvrage de Tristan Rouquet, Les écrivains collaborateurs, engagement, stigmate et postérité, est publié chez CNRS Éditions. Vous avez pu écouter à l'instant une rencontre enregistrée mercredi 22 octobre 2025 à la librairie Ombre Blanche et réalisée et mise en onde par Radio Radio avec Radio Radio Plus et Radio Terre.